Lorsqu'on souhaite concevoir une application autour d'un microcontrôleur PIC de chez Microchip, on peut utiliser l'une des nombreuses cartes de développement proposées par le fabricant, telles que celle de la série Curiosity, qui existe en plusieurs déclinaisons et sont d'un prix relativement abordable. Une multitude de clipboards peuvent y être raccordés en phase de prototypage rapide. Ces différentes cartes peuvent être programmées par l'intermédiaire de l'environnement de développement MPLABX pour mener à bien nos conceptions. Plutôt qu'une carte physique, on peut aussi utiliser, au moins dans un premier temps, un outil de simulation pour mettre au point ces programmes. Le logiciel Proteus est très bien adapté pour cela. Prenons à titre d'exemple ce projet créé sous MPLABX 5.25. Il va permettre de piloter 4 LED implantées à l'identique de celles se trouvant sur une carte Curiosity HPC disposant d'un PIC 18F 45K50. Les plugins de Proteus VSM Viewer et de MCC pour MPLAB Code Configurator ont été téléchargés et installés. Dans cet exemple très simple, l'IDE est configurée pour que les essais se fassent par simulation sur Proteus. Dans MCC, grâce à des fonctionnalités que l'on coche ou décoche dans un environnement graphique, des librairies spécifiques aux entrées-sorties de notre projet vont être générées et pourront être utilisées dans le programme principal, ce qui va réduire les lignes de code à taper par le programmeur. Lorsqu'on lance la compilation et l'exécution, le fichier contenant le schéma de l'application s'ouvre automatiquement sous Proteus et la simulation a lieu aussitôt. On peut alors interagir avec le schéma en stoppant ou pas le clignotement sur une combinaison prédéfinie ou en activant le reset. Pour rappel, l'autre méthode pour obtenir cette même simulation est d'ouvrir le fichier à simuler directement avec Proteus et dans les propriétés du composant, indiquer la localisation du fichier .hex issu de la compilation du programme source, réalisé avec MPLABX. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre, il est possible de consulter un lien vers un TP qui est consacré dans le détail. On le voit, cette méthode est très pratique. Cependant, Proteus n'est pas gratuit, loin s'en faut, et l'achat d'une licence n'est pas forcément à la portée d'un étudiant ou de quelqu'un pour qui l'électronique est un hobby, pas une source de rémunération. Dans le cadre d'un enseignement à distance, qui peut être nécessaire dans un cas de figure que je vous laisse deviner, on peut souhaiter faire des exercices de programmation et de simulation avec ses étudiants, mais sans nécessairement leur communiquer une licence de logiciel en dehors du cadre légal, et encore moins inciter ces mêmes étudiants à utiliser une version piratée. Pour toutes ces raisons, pourquoi ne pas s'orienter vers un logiciel gratuit tel que PicSimLab? Certes, pour l'instant ce logiciel est moins abouti que ce que propose Proteus, mais il offre tout de même déjà de belles possibilités. Cette vidéo se propose de présenter l'installation et la prise en main à minima de ce logiciel, afin d'illustrer une partie de ses fonctionnalités. Avant de poursuivre, voyons ce qui motive l'utilisation de ce logiciel et pourquoi maintenant. Il y a bien sûr le fait de pouvoir faire, à peu de frais, des formations à distance, comme cela a déjà été mentionné. Mais c'est aussi le fait que les versions de PicSimLab, sorties depuis quelques mois, sont compatibles avec MCC, l'outil de programmation graphique de Microchip, qui permet de paramétrer de façon relativement rapide et simple les ressources logicielles nécessaires à l'application que l'on souhaite développer, à savoir configurer les entrées-sorties, les bus UART, I2C, SPI, les timers, les convertisseurs analogiques numériques, et même certains clipboards. Lorsque l'on débute ou que l'on programme occasionnellement, cela évite d'avoir à lire quantité de documentation pour prendre en main ces fonctionnalités, pour ensuite configurer tous les registres concernés par l'intermédiaire de lignes de code traditionnelles. Généralement, les puristes de la programmation ne sont pas très amateurs de ce type d'interface graphique, car on n'est pas à l'abri d'une erreur de codage de l'interface. Mais MCC existe depuis maintenant plusieurs années, et la communauté de développeurs fait généralement remonter ces erreurs sur les forums, ou dépose un ticket sur Microchip Support pour les signaler. Autre argument, il faut savoir que MCC n'est utilisable qu'avec les modèles relativement récents de microcontrôleurs du fabricant,
C'est une stratégie de l'entreprise, de sorte que les nouvelles conceptions le soient, avec des circuits récents aux performances améliorées n'ayant plus certains défauts des générations précédentes. Enfin, nous ne sommes pas dans un bureau d'études, ni en train de former des ingénieurs, mais dans le cadre d'une formation relativement basique. Dans ce qui va suivre, nous allons voir ce qu'il est nécessaire et suffisant de savoir pour réaliser avec PixSimLab une simulation équivalente à ce qui a été illustré précédemment. Cela va passer par une brève présentation du développeur de ce logiciel, le téléchargement et l'installation de la version du programme qui nous intéresse, un petit aperçu de ses possibilités, l'installation d'une version de MPLABX compatible avec l'utilisation de MCC sur PixSimLab, puis la mise en pratique de quelques exemples. Le programme PixSimLab est développé depuis plusieurs années par Luiz Claudio Gamboa Lopes, professeur d'université brésilien, électronicien d'origine. Sur sa chaîne YouTube, une playlist illustre les possibilités de son logiciel dans des versions qui ne sont pas les plus récentes. Toutes les versions de PixSimLab sont téléchargeables sur le site SourceForge. Pour la mise en œuvre qui va suivre, c'est la version appelée expérimentale qu'il faut récupérer. Ainsi que le plugin qui sera ajouté dans MPLABX. Attention, lors de l'installation, il n'est pas exclu que Windows, ainsi que votre antivirus, pose problème. Même si PixSimLab ne contient pas de virus, il va peut-être passer un examen d'entrée sur votre machine. À titre d'exemple, pour cette vidéo, j'ai au préalable déclaré une exception dans mon logiciel antivirus. On peut effectuer l'installation en langue anglaise ou portugaise. Maintenant, voyons un petit aperçu des possibilités du logiciel. Tout d'abord, l'interface propose différentes cartes électroniques prédéfinies avec, pour n'en détailler que quelques-unes, l'Arduino Uno avec l'ATmega 328, la Curiosity HPC avec 2 modèles de pics possibles, un breadboard sur lequel une vingtaine de microcontrôleurs sont simulables, dans chaque cas, on peut ajouter des composants par l'intermédiaire du module Spare Part, contenant des LED, boutons poussoirs, afficheurs LCD, différents types de moteurs, etc. que l'on va pouvoir raccorder au circuit par l'intermédiaire des bits de port. Il est également possible d'ajouter un oscilloscope qui permettra de visualiser des chronogrammes générés également sur les bits de port. Voici notre carte déjà bien équipée. Le menu d'aide permet d'accéder directement en ligne à des informations sur les cartes, par exemple, pour celle-ci, son schéma structurel. L'aide propose aussi des exemples de code source à télécharger pour différentes cartes. On le voit, les possibilités sont multiples.
Concernant MPLABX, il faut utiliser au minimum la version 5.40. Si on utilise déjà une version antérieure installée sur son PC, rien n'empêche d'en installer d'autres. Mais attention, après l'installation, lors du premier lancement de l'environnement, si le logiciel vous propose de récupérer la configuration de la version précédente, il faut refuser. Sinon, vous risquez d'avoir un problème lors de la création d'un nouveau projet. Là, ça dysfonctionne, parce qu'on devrait nous demander le modèle du circuit à programmer. Et ce n'est pas le cas. Si vous ne souhaitez pas passer pas mal de temps sur les forums, ni recourir au support de microchip, voici comment il faut procéder pour résoudre le problème. Allez dans le menu d'aide pour récupérer l'adresse des dossiers utilisateurs et cache. Fermez le logiciel. Effacez le contenu des deux dossiers. Relancez le logiciel et refusez de récupérer la config précédente. Prenons le cas d'une installation tout juste effectuée de la version 5.45 sur un PC disposant déjà de versions antérieures. On constate que sont déjà installés les plugins de Proteus VSM et MCC. C'est certainement lié aux installations précédentes. Si ce n'est pas le cas, il faudra au moins ajouter MCC. Dans tous les cas, il va falloir installer celui de PixSimLab téléchargé précédemment. Comme à chaque fois, MPLABX devra être relancé pour que le plugin soit opérationnel. On peut vérifier qu'il est à présent bien installé. À présent, voyons comment transposer le travail effectué précédemment avec Proteus. Commençons par créer un projet pour PIC18F45K50. Pour lequel la cible sera le simulateur PixSimLab. On peut remarquer que lors de la sélection de la version C90 du compilateur, qui est nécessaire lorsqu'on utilise MCC, la sélection de la simulation du PixSimLab disparaît. Nous verrons tout à l'heure que nous serons amenés à la repréciser à l'IDE. Puis dans MCC, nous allons définir les entrées-sorties raccordées au LED et au bouton poussoir.
Il ne reste plus qu'à compléter le programme. Notez que l'autocomplétion, qui ouvre une fenêtre proposant les différentes possibilités pour compléter une ligne de code, s'obtient par l'association des touches CTRL et espace. Puis, compiler et vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Nous allons voir dans ce qui suit qu'à l'issue de cette compilation, on peut d'ores et déjà simuler avec Piximlab. Passons au simulateur. Voici les structures équivalentes à reproduire sur Piximlab. Les LED se pilotent par un niveau haut. Le bouton poussoir génère un niveau haut au repos, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas enfoncé. Lorsqu'on appuie dessus, il envoie un niveau bas. Dans ce premier exemple, partons du breakboard sur lequel, parmi les différents modèles proposés, le microcontrôleur qui nous intéresse a été sélectionné. J'ai ajouté un module de LED et les bits de port sont sélectionnés à l'identique d'une carte Curiosity HPC. De même, l'un des boutons poussoirs correspond à S1. Si on regarde le schéma structurel de pilotage des LED, on vérifie qu'elles seront bien allumées par un niveau haut. En revanche, pour les boutons poussoirs, la structure est inversée. Deux solutions s'offrent à nous, soit modifier le programme, soit utiliser une fonctionnalité permettant d'inverser le niveau d'activation du bouton poussoir. Utilisons-la. Nous pouvons aussi ajouter un oscilloscope et configurer chacune des deux voies sur un clignotement différent par l'intermédiaire des bits de port RA4 et RA5. L'aide en ligne permet d'accéder à un document téléchargeable, qui date un peu, indiquant comment configurer la carte pour qu'elle puisse être programmée. On peut maintenant télécharger le fichier .hex qui a été généré par MPLABIX. La structure réagit comme prévu. Et l'oscilloscope nous permet de vérifier la périodicité des LED. On peut même modifier la base de temps et vérifier que la périodicité du clignotement est bien d'une seconde. La réactivité n'est pas immédiate, j'en conviens. Nous allons maintenant mettre en œuvre le mode debug côté Piximlab. Et le mettre également en service côté MPLABIX. C'est maintenant que le logiciel nous redemande quel est notre outil de débugage. Après la compilation s'affiche une simulation de programmation mémoire du microcontrôleur. On voit que la partie simulation continue à fonctionner. Nous allons modifier la durée de clignotement. Après reprogrammation, la structure réagit d'elle-même, sans avoir à recharger le fichier .hex. Mais on peut également mettre le programme en pause et ajouter un point d'arrêt. Le programme s'arrête alors en fonction du placement de ce point d'arrêt.
Le fonctionnement est similaire à ce que l'on obtenait précédemment, mais ce serait encore mieux de le voir réalisé sur une carte Curiosity HPC. Le simulateur dispose de cette carte, mais n'est pas prévu pour un 18F45K50. Le circuit qui s'en rapproche le plus est un 18F27K40. Voilà ce que ça donne. Globalement, cela ressemble à ce qui est attendu, mais le clignotement ne respecte pas les durées programmées, bien que manuellement la fréquence d'horloge la plus faible ait été sélectionnée. J'ai fait d'autres essais, en particulier sur la conversion analogique numérique, mais ça n'a pas été très concluant pour l'instant. Cette carte me laisse sur ma faim, j'attends la prochaine mise à niveau avec impatience. Par contre, voici une petite simulation qui associe analogique et logique. 4 plages de tension sont définies, les intervalles sont de 1,25 V, et à chaque fois que l'on dépasse un seuil, une alarme supplémentaire est mise en service, lumineuse, puis sonore, puis un ventilateur. Cette fois ça fonctionne bien, avec en prime le son du buzzer généré par le PC. C'est l'occasion d'illustrer la sauvegarde possible des configurations. Cela peut permettre une remise en service facilement, ou une transmission à un autre utilisateur pour test ou évaluation par exemple. On le voit, avec cet outil de simulation, dont je n'ai abordé qu'une petite partie des possibilités, il y a matière à partager, à distance ou pas, de nombreuses notions de programmation et d'électronique illustrées par des simulations. Il se trouve que, pour des raisons que j'ai déjà détaillées, je me suis focalisé sur la version 0.82 expérimentale. Or, en informatique, une version 0 n'est pas par définition un gage de stabilité, et le terme expérimental est également explicite sur le caractère aventureux de la mise en œuvre. Donc je n'ai pas été surpris que cela plante de temps en temps. Il m'est même arrivé, une fois, que le programme ne se lance plus. Dans ce cas, j'ai installé la version de base, qui s'est ouverte, puis, dans la foulée, j'ai installé la version expérimentale, et c'est reparti pour un tour. Mais dans le cas général, rien n'oblige à utiliser cette version spécifiquement, les autres versions sont certainement plus stables. Dans le cas d'un travail à distance, il faudra au préalable tester la faisabilité, et bien préciser aux étudiants, pour chaque exercice, la version de l'environnement MPLABX utilisée, la version du compilateur, le modèle de PIC et la version de PIC-SIMLab. À cette condition, il y a moyen de faire des choses très intéressantes à distance. Donc bien sûr, rien ne vaut l'utilisation d'une vraie carte de développement, mais si l'objectif de M. Gamboa était de rendre la simulation sur PIC accessible au plus grand nombre, il a largement atteint son objectif. Si c'est aussi votre avis, n'hésitez pas à le lui faire savoir sur l'un des sites auxquels il contribue, YouTube ou SourceForge, afin de l'encourager à poursuivre les mises à jour de son logiciel.